Assalamu alaikum, shalom, bonjour, nous sommes le jeudi 9 janvier 2020, il sonne 11 heures passées de quelques instants et nous sommes heureux de nous mettre en connexion avec vous, vous qui nous écoutez un peu partout au Togo, en Afrique et dans le monde entier. Michel Kokou Vitogbe Tomega à la console technique, Gérald Kodjo à Koucha, qui s'occupe du club La Presse version numérique avec les confrères déjà autour de moi. Michel Sarakawabalo Tchadja Biasma. Bonjour, bonjour aux confrères présents, bonjour à nos auditrices et auditeurs et puis salut à nos amis derrière la belle vitrine. Merci beaucoup. Et l'homme Tichogbe Wezon. Yo, bonjour Sas, bonjour aux auditrices, aux auditeurs, bonjour aux techniciens et bonjour Canal FM. Magloire Teko Kenvi, le digne fils, le digne neveu des gens de Kouma, Indi. Ndi beaucoup, va plutôt Sas. Alors bonjour à toi Sas Gaou, bonjour aux confrères autour de la table et bonjour à nos millions d'auditeurs qui nous écoutent aussi bien au Togo et à l'international par le biais de la technologie. Merci beaucoup. Ambroise Yao Konjo, bonjour. On ne me salue pas en langue locale. Je vous ai salué dans le français que vous parlez. Non, salut en langue locale. Ok, Indi. Indi, Pemea. Olé. Devio. Au fond. Et de bonne tête, noto. Au fond, de bonne miatola, les miches là. Merci beaucoup. Eh bien, le club de la presse d'aujourd'hui sera essentiellement consacré au processus électoral de la présidentielle 2020. Et vous savez pourquoi? La CENI a communiqué très tard hier ou très tôt ce matin, c'est selon la liste des candidatures qu'elle a enregistrées. Nous allons les reparcourir. Et puis le conseil fait que certaines candidatures annoncées, même investies par leur formation, sont restées sur le carreau. Nous les ferons découvrir également. Et puis ceux qui continuent à s'inscrire en faux contre l'élection présidentielle 2020. Nous allons vous les rappeler aussi et rappeler leurs motifs. Et puis d'autres questions de proximité, notamment des questions de politique économique et consorts. Mais commençons par ce qui aurait pu faire l'objet d'un vieux constaté. Michel Tchadja, rebonjour. Bonjour Sas. Beaucoup de directeurs de journaux, dont vous, m'ont annoncé par les réseaux la une de leurs journaux, mais c'est à cet instant même que je viens d'accuser réception de quelques journaux. Ça veut dire que vous avez dû avoir un problème d'imprimerie. Justement, parce que pour certains, ils ont bouclé tard et les imprimeurs n'ont pas le temps de finir l'impression. Pour d'autres, encore, c'est plus grave et que il va falloir attendre peut-être dans l'après-midi d'aujourd'hui pour l'avoir parce que la plupart de ces journaux étaient à un niveau donné, c'est-à-dire au niveau d'un imprimeur qui finalement n'exerce plus. Et donc, il fallait chercher de tous côtés pour voir quelle imprimerie pouvait venir à notre secours. Et c'est ce que nous avons fait. Et dans les prochaines heures, c'est sûr que d'autres journaux vont arriver. Voilà. Merci. Donc, je viens juste de recevoir les journaux dans ce studio. Vous aurez compris, je n'ai pas eu le temps de les parcourir, mais les titres majeurs de ces journaux seront pris en considération dans cette émission. Partageons juste la pensée du jour. C'est un proverbe anonyme qui dit « Se plaindre aujourd'hui à propos d'hier ne rendra pas demain meilleur. » Se plaindre aujourd'hui à propos d'hier ne rendra pas nécessairement demain meilleur. C'est un dicton de source anonyme que nous partageons en ce début d'émission.
Eh bien, le premier chapitre qui porte sur le processus électoral, c'est le dépôt des candidatures à la CENI. Et hier, mercredi 8 janvier, à 23h59, le président Tchambakou Ayassor a fait fermer les grilles de la CENI pour constater les dossiers arrivés à la CENI. Et comme le savons tous, parce que le président Ayassor l'a communiqué lui-même par une déclaration, ils sont 10 à avoir déposé les dossiers à la CENI. Magloire? Oui, comme nous l'avons tous constaté très tard hier, soit très tôt ce matin, c'est selon, comme vous l'avez dit en début d'émission, à l'heure de clôture, n'est-ce pas, du dépôt des candidatures, la CENI a communiqué évidemment 10 candidatures. Dans l'ensemble, on a noté quand même que contrairement à près de la vingtaine d'intentions qui ont été faites depuis un moment, seulement 10 candidats ont pu véritablement acter leurs intentions. Et donc, on va s'en tenir à ça en attendant, n'est-ce pas, le dernier mot de la Cour constitutionnelle. Merci. Nous allons parcourir d'abord les 10 candidatures enregistrées et nous allons continuer. Pourquoi et comment les autres n'ont pas pu confirmer leur intention, voire l'investiture de leur parti. Et l'homme à Tichogbe, voulez-vous partager avec nous les 10 dossiers qui ont été enregistrés à la CENI? Bon, je rappelle que les informations que nous avons pu glaner ici et là font état de ce que 10 candidats ont finalement été retenus dans la course à la présidentielle de 2020. Et sous réserve de confirmation de la CENI et de la Cour constitutionnelle qui doit valider ces candidatures, on a la candidature de monsieur Jean-Pierre Fabre, qui est le président national de l'Alliance nationale pour le changement, la candidature de monsieur Faure Gnassingbé, président de la République et candidat du parti au pouvoir UNIR. On a la candidature de Dr Georges William Kwesson, parti Santé du Peuple, président national, qui a été investi à Palimé il y a quelques jours. On a monsieur Agbeyome Gabriel Messon-Kodjo, qui est le président national du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD. On a également la candidature de Dr Aubinton, qui est l'un des premiers candidats, sinon le tout premier à se déclarer à cette élection présidentielle au nom de son mouvement Nouvelle Vision. Et on a aussi le professeur Olu Komi du Pacte socialiste pour le renouveau, qui également a fait acte de candidature finalement, parce que dans un premier temps, il parlait d'une situation qui se posait. Donc, il a pu finalement déposer sa candidature. Et il y a Maître Tchassona Traoré du MCD, qui également a déposé sa candidature, et le professeur Aimé Tchaboré Gogué, qui est le président national de l'ADI. Et parmi ces candidatures, on constate pour, je pense, la deuxième fois dans l'histoire du pays, une femme candidate à l'élection présidentielle, puisque la première, c'était Madame Adjamago Brigitte Johnson en 2010. Et pour la deuxième fois, on a une femme candidate à cette élection présidentielle qui se présente sous la bannière d'un parti, enfin, d'une liste indépendante dénommée Les Progrès. Et donc, la dame s'appelle Madame Kwetiklo Afiwa. Donc, bon, c'est une inconnue. En tout cas, personnellement, elle m'est inconnue. Donc, on aura le temps. Elle est inconnue pour vous jusqu'à hier. Enfin, jusqu'à ce que les noms commencent à fuiter. Donc, on va voir dans les prochains jours parce que c'est une candidature surprise. Et donc, on va voir véritablement de quoi elle sera capable sur le terrain. Merci. Ambroise de ces 10 noms, disons que Fabre, on le savait depuis. Kwesson l'a annoncé le week-end dernier. Kodjo Viton de Nouvelle Vision, lui aussi l'a annoncé depuis, je dirais même des mois. Il est déjà plus ou moins ouvertement en campagne. Ibidem pour Innocent Kagbara du PDP, professeur Wolou, Agbeyome, Tchassona, Faure, Gogué, Madame Kwetiglo. Donc finalement, ce sont des noms qui vous sont familiers, à part bien sûr Madame Kwetiglo. Oui, c'est des noms que moi j'ai eu déjà à entendre sur le terrain. Mais parmi ces noms, il y a des loups. Parmi ces loups, il y a naturellement Jean-Pierre Fabre, Faure Gnassingbé et probablement Agbeyome Kodjo. Il y a des outsider également. On peut trouver Dr Ton dont on parle. Vous savez, il a fait une campagne à l'américaine. Il fait, c'est pas fini. Oh oui, il fait une campagne à l'américaine depuis déjà près d'un an.
qu'il est sur le terrain. Je ne vous dis pas, je n'ai jamais vu ça. Même le Parti uni qui crie sur tous les toits, comme quoi il est sur le terrain pour soudoyer les gens et faire tout cela. Docteur Ton, il a fait une campagne américaine. Ça, je salue ce travail important et intéressant qu'il a fait à l'endroit des populations. Sauf que si les populations ont une manière de voter utile à un programme et à une démarche comme ce monsieur l'a fait, je crois qu'il serait en principe celui qui devait être en pôle position. Bon, malheureusement, je ne sais pas. Tout peut arriver à tout moment. Je ne sais pas si les Togolais ont changé de vision politique parce qu'ils ne votent pas de programme. Ils votent les individus et les partis historiques. C'est ça le Togo. Oui, à ce niveau-là, il faut rappeler que une seconde, Kodjo Viton se veut vraiment optimiste. Hein. Il aime dire à qui veut l'entendre que lui, il sera président du Togo en 2020. Et il se trouve encore à la manchette du journal Le Bâtisseur, où le bâtisseur qui écrit Docteur Aubin Ton, plus que confiant, et Docteur Ton dit, citation, c'est tout heureux que Faure Gnassingbé me remettra le pouvoir. Je rappelle que c'est une citation directe de la personne. Non, il nous l'a dit. Il nous a accordé une interview il y a quelques 2 mois. Et il a clairement dit, vous savez, l'élément essentiel et l'élément nouveau dans cette histoire, c'est la foi du monsieur à croire qu'il sera président. Vous savez, la Bible dit, seuls ceux qui ont la foi peuvent accéder, ceux qui ont la foi, et quelle foi? La foi en Jésus-Christ peuvent accéder au paradis. Sauf que nous sommes sur un terrain laïque ici. Oui, non, moi je parle de Docteur Ton. Il n'est pas le seul à avoir la foi. Le Docteur Ton est un chrétien. Et il parle de ce qu'il parle. Quand il dit qu'il va devenir président, mais prenons la personne au mot et attachons-le à sa foi. Puisque la foi déloge. La foi mobilise et la foi change. Oui, encore une fois, donc, moi je voudrais voir. Les autres candidats sont croyants aussi et ils font leur déclaration aussi. Oui, moi je ne refuse pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça dit que son problème, c'est qu'il a foi qu'il sera président. Donc, moi je m'en tiens à sa déclaration. Merci beaucoup. Et on verra ce qui va se passer. Merci. Eh bien, Michel Tchadja, les dinos là, nous les connaissons tous. Mais il n'empêche quand même que un peu partout, comme Ambroise le disait tantôt, il y a des candidats qu'on trouve comme les poids lourds, d'autres outsiders, et il n'y a pas longtemps, d'autres, les confrères qualifiés, d'autres candidats encore de plaisantins ou d'amuseurs de la galerie. Alors, sur la liste des 10 là, qui est-ce que vous pensez qu'ils peuvent être les poids lourds pour le premier tour de la présidentielle de 22 février prochain? Mais vous les connaissez, même les revendeurs de devis au grand marché les connaissent. Ils sont 3. Et je pense que Ambroise a su les citer en premier. Il y a Faure Gnassingbé, il y a Jean-Pierre Fabre et puis le président du MPDD, je pense, Adouéma Kodjo. Vous ne citez pas Docteur Ton, dont Ambroise disait tantôt qu'il avait la foi. Tout le monde a la foi. Ce n'est pas ici, il a parlé de campagne à l'américaine. Les gens peuvent même faire campagne à la chinoise. Ici, c'est le 22 février qui va être déterminant pour tous les Togolais. Il n'y a pas, ça dit que ici, ce n'est pas les incantations. C'est le terrain. Bientôt, ils vont investir. Le terrain togolais. Oui, le terrain togolais. Et que, vous savez, quel que soit ce qu'on peut supputer derrière tel ou tel candidat, il faut leur donner une chance égale. Il faut les respecter, ces candidatures. Il faut les respecter. Il faut voir ce que chacun d'eux est capable de faire sur le terrain. Mais connaissant un peu l'histoire de notre pays, connaissant un peu comment les choses marchent, mais il va sans dire que il y a quand même des gens sur qui on peut tabler en attendant le match. Parce que c'est vrai, chez nous on dit il faut pas minimiser un adversaire avant de l'avoir affronté. Mais bon, si l'adversaire est faible, à vue d'œil, on le sait. Mais, dans tous les cas, il faut les respecter. C'est pourquoi moi je dis que les 3 dont j'ai parlé, c'est des candidatures quand même qui sont, qui au niveau de l'opinion, quand vous voyez les gens parlent de ces candidatures-là. Le reste, ça ne veut pas dire qu'ils sont aussi trop faibles, mais parce que tout dépend du discours. Le discours que chacun tiendra lorsque les hostilités vont commencer. C'est à partir de ces discours-là que peut-être
tel ou tel sera amené à s'accrocher ou non derrière tel ou tel candidat. Merci. Eh bien, les journaux également tablent un peu sur les poids lourds et les autres qui viennent après. Revue de presse avec le confrère Le Perroquet qui écrit qu'au-delà des candidatures de Plaisantin et de Pacotille, tout se jouera véritablement entre Agbeyome, Fabre et Faure Gnassingbé. Ça, c'est Le Perroquet. La Dépêche, pour sa part, écrit que Agbeyome, le messie de l'opposition, un point d'interrogation, le même confrère La Dépêche qui parle des forces et faiblesses de deux hommes qui se connaissent, Faure Gnassingbé et Agbeyome Kodjo. Vous aurez compris, pour La Dépêche, les poids lourds sont réduits à 2. Le Libéral, lui, écrit, le Libéral qui écrit que Uni se mobilise en bloc derrière son candidat, Faure Gnassingbé, pendant que l'opposition s'exprime encore en rang dispersé. Togo Matin nous écrit pourquoi Faure Gnassingbé reste l'homme de la situation. Autre journal, c'est Liberté qui écrit Faure Gnassingbé, les pratiques de la old school et humilité renouvelable. Voilà les appréciations de vous ici au studio des confrères sur les candidatures. Et l'homme, il faut juste rappeler que selon la loi électorale, la CENI va procéder à une analyse préliminaire de ces dossiers avant de les transmettre au ministère de l'administration territoriale qui a jusqu'au 28 janvier pour renvoyer, la CENI va d'abord renvoyer les dossiers au ministère pour analyse préliminaire, lesquels dossiers seront renvoyés à la Cour constitutionnelle qui a jusqu'au 28 janvier pour valider ces listes. Et c'est là que nous saurons si finalement nous irons aux élections avec 28 candidatures ou bien s'il y a un qui serait éventuellement recalé. 10 candidatures. Donc voilà, comme vous l'avez dit, vous avez bien décrit le processus et moi je vais pas répéter déjà ce que Michel et Ambroise ont dit. Tout le monde sait que parmi ces candidatures-là, il y a 3 personnalités qui émergent. C'est le président de la République, président du parti uni Faure Gnassingbé, le président de l'ANC Jean-Pierre Fabre, et puis le président du MPDD, monsieur Gabriel Mensang Agbeyome Kodjo. Moi, je rappelle juste que si vous reconvoquez l'histoire, vous revisitez l'histoire, en 2010 déjà, ces personnalités étaient arrivées dans l'ordre lors de la présidentielle. Le premier, c'était monsieur Faure Gnassingbé, le deuxième, c'était Jean-Pierre Fabre, et le troisième, c'était monsieur Gabriel Mensang Agbeyome Kodjo, qui revendiquait déjà sur les antennes des RFI à l'époque comme étant la deuxième force politique de l'opposition. Vous vous rappelez très bien, dans l'ordre, je dis. Donc, si vous revisitez l'histoire et que vous faites un bis repetita de ce qui s'est passé en 2010, vous vous rendez compte facilement que les 3 qui émergent par rapport aux élections présidentielles qu'on a eu à connaître, c'est M. Faure Gnassingbé, Jean-Pierre Fabre et M. Gabriel Mensang Agbeyome Kodjo. Maintenant, qui vient avant l'autre et qui va arriver comme président, comme deuxième candidat, et enfin deuxième force et troisième force, c'est le 22 février 2020 qu'on saura véritablement celui qui arrivera en tête du premier tour avec son dauphin. Donc maintenant, par rapport aux autres candidatures, c'est vrai qu'on tient en respect tout. Ou bien on respecte plutôt toutes les candidatures, tous les candidats qui se sont prononcés ou se sont positionnés pour l'élection présidentielle du 22 février 2020. Et c'est quand même pas facile de se porter candidat pour pouvoir diriger une nation, et il faut le reconnaître. Mais je pense que parmi ce lot-là, Ambroise a parlé tout à l'heure de Dr Aubenton. C'est vrai que c'est le premier candidat qui a déclaré sa candidature, mais je crois quand même que c'est des gens qui viennent véritablement pour apprendre sur le terrain, parce que c'est vrai, il fait beaucoup parler de lui, etc. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir, même du côté de plusieurs candidats, notamment le maillage du territoire. Et les gens pensent véritablement que l'électorat se trouve à Lomé, alors que quand on vous fait souvent, enfin, on vous donne les résultats de la présidentielle, vous vous rendez compte que le parti au pouvoir fait table rase au nord du pays, où à partir des plateaux déjà, le score
le score commence à augmenter des plateaux parce que la région des plateaux, c'est la plus grande région du pays. Mais il n'y a aucun travail de fond qui se fait du côté de ceux qui veulent se porter candidat jusqu'au nord du pays. Et donc, ça fait que on laisse tout le nord, on se concentre véritablement sur la région maritime. Et à part ça, et je crois quand même que au niveau même du maillage des bureaux de vote, où on a plusieurs bureaux, des milliers, enfin 9000 bureaux de vote sur l'étendue du territoire à peu près. Je ne sais pas cette année combien la CENI nous communiquera. Et on se rend compte que dans ces bureaux de vote-là, tous les candidats, 9000 bureaux de vote, oui, tous les candidats n'arrivent pas à positionner un représentant par bureau de vote, sauf le candidat du parti au pouvoir. Et donc, ça fait que, logiquement, les gens n'ont pas véritablement les moyens de contrôler ce qui sort des urnes pour pouvoir faire des procès-verbaux afin de Nous verrons la campagne quand elle démarrera officiellement le 6 février. Mais juste rappeler que, à son investiture, le candidat de UNI, Faure Gnassingbé, a rappelé encore le travail d'approche du terrain et la campagne de proximité que Faure Gnassingbé a rappelé aux cadres de son parti, qui sont d'ailleurs sur le terrain depuis bien longtemps avec les moyens qu'ils ont à leur disposition. Un candidat également dont l'opinion et la presse parlent abondamment, c'est Agboyome Kodjo, non seulement candidat du MPDD, mais candidat investi par Monseigneur Kodjo. Et Liberté revient là-dessus aujourd'hui. Agboyome Kodjo, candidat unique de l'opposition, entre guillemets, mais Liberté trouve qu'au-delà de la polémique, des appréhensions légitimes de la part d'Agboyome Kodjo, tout ça là, on le verra sur le terrain lors de la campagne, et surtout au soir du 22 février. Voilà le point qu'on peut faire sur les candidats enregistrés à la CENI. Magloire? Oui, justement, l'analyse qu'on peut faire aujourd'hui ne peut que se tabler sur les 10 noms qu'on a pour le moment, en attendant donc la poursuite du processus normal jusqu'au verdict final que donnera la Cour constitutionnelle. Mais honnêtement, à mon niveau, quand j'analyse un peu les 10 noms que nous avons, je mets de côté Faure Gnassingbé qui incarne le pouvoir, je prends, n'est-ce pas, la deuxième, ou du moins, on peut parler de 3 catégories de candidats. Le pouvoir incarné par Faure Gnassingbé, et la société, ou du moins les indépendants. À ce jour, on a 2. Il y a le docteur Kodjo Vuitton et la dame Petit Glo Afiwa. Et donc le reste, ça fait 7 candidats issus des rangs de l'opposition. Et donc quand je prends les 7, je fais mon analyse personnelle, j'analyse, et il y a certains noms qui figurent parmi les 7 qui me font comprendre en réalité que on ne veut véritablement pas changer au sein de l'opposition. C'est-à-dire que c'est comme on veut donner raison à un acteur politique qui, par lapsus, a dit qu'on peut faire une chose et son contraire. C'est-à-dire que prenons par exemple le docteur Kwessan. N'est-ce pas dans ce pays... Du Parti Santé du Peuple. Du Parti Santé du Peuple. N'est-ce pas dans ce pays, l'acteur politique là qui a soulevé le débat de la candidature de l'opposition qui devrait être issue des rangs de la société civile, c'est bien lui. C'est bien lui. Et ça a fait son chemin jusqu'à la C14, c'est approprié véritablement à ce processus. Et vous allez voir que dans la démarche actuelle de la C14, on tient beaucoup plus à son idée à lui. C'est-à-dire que pour la C14, on doit œuvrer, en tout cas l'opposition doit œuvrer pour un candidat issu des rangs de la société civile. Voilà le monsieur qui a émis l'idée, qui se pointe aujourd'hui en tant que candidat au nom de son parti. Ça c'est un. À chaque Togolais de faire ses analyses. Je prends monsieur Adi, le professeur Aimé Tchaboré Gougué, le président de l'Adi. Il y a quelques jours seulement, il était devant la presse, en marge, n'est-ce pas, du Conseil national de son parti, et il a dit publiquement que le parti, en tout cas la base du parti, s'inscrit dans la dynamique d'une candidature unique. Et la base l'a sollicité pour être candidat, mais en attendant que la dynamique unitaire enclenchée par l'évêque puisse aboutir et que Adi puisse fondre son candidat dans la dynamique déclenchée. Voilà. Et ce qui est un peu ridicule, c'est que le monsieur universitaire de son état, parce que c'est important, c'est un pédagogue, il s'est présenté devant le prélat, il a été auditionné, il est arrivé à la 2e position derrière le candidat Agboyome. Il n'a rien dit. On a proclamé les résultats
Et après, il vient contester que le processus n'est pas inclusif. Et le voilà parmi les 7 candidats issus des rangs de l'opposition. Comment vous comprenez ça? Et l'autre aspect, ça sort un peu des 10. Ça résume un peu la plateforme politique que nous avons au Togo. Comment est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la configuration actuelle de l'Assemblée nationale que la première force de l'opposition, c'est l'UFC, l'Union des forces de changement, du docteur J-Chris Olympio. Et on parle d'élection présidentielle, le parti qui est supposé incarner l'opposition n'est pas présent. Comment on peut comprendre ça? Ça voudra dire ce que ça voudra dire. Et c'est pour cela que moi je dis justement aux gens que oui, à l'étape actuelle, on doit refaire nos analyses. Ce n'est pas, nous sommes sur un terrain politique, ce n'est pas tout ce qui est force qu'on peut vérifier. En tout cas, naturellement, on doit parler de la popularité et tout, mais les réalités politiques restent les réalités politiques. Aujourd'hui, on donne raison à ceux qui ont estimé que la première place qu'on a donnée, par exemple, au parti comme l'UFC à l'Assemblée nationale, c'est des arrangements. Et on le voit aujourd'hui. C'est pour cela que je dis à chaque Togolais de prendre conscience. Ambroise l'a dit, aujourd'hui, il est question de voter les philosophies, les principes. Plus les hommes, plus les partis. Juste rappeler que l'UFC est officiellement chef de file de l'opposition et dernièrement au congrès de MRC d'Abbas Kaboua, lorsqu'il a été invité, le député Sénat, porte-parole, président du groupe parlementaire UFC, disait encore à Dany que l'UFC présenterait un candidat. Or, l'UFC non seulement n'a pas de candidat, l'UFC qui devient totalement atone, l'UFC ne dit même pas si elle soutient un candidat ou une autre force. Voilà les réalités. Voilà. Et Ambroise, on va clore les candidatures avec vous. Oui, j'avais voulu réagir par Réagissez. Oui. D'abord, je félicite mon jeune frère, Magloire, pour son analyse. Magloire a fait une analyse symptomatique et objective de la situation au sein des acteurs politiques. Ça, je le félicite pour ça. Quant à l'UFC, d'abord, avant de revenir à mon analyse, ils n'ont pas encore fini leur guerre à l'interne avant de s'occuper de celui qui doit être on en parle ici de temps en temps, tous les courants contradictoires au sein de l'UFC. Je voudrais voir de façon globale le processus même par rapport aux acteurs qui comptent aller à cette présidentielle. Pour moi, en tant qu'Ambroise Ponjo, ici présent, Yao. Oui, de par mes analyses, le processus est vicié depuis le départ. D'abord, commençant par la CENI, qui est mal composée. On va revenir à ceux qui continuent à contester. Oui, je vais finir, s'il te plaît. La CENI, le fichier même. Et même quand les gens disent... On va ouvrir ce chapitre-là plus tard. Maintenant, je vais parler des acteurs, de ceux qui ont déposé la candidature. Je crois que la question qu'on pose souvent, on pose la question concernant le Nord. Moi, je dis, il n'y a pas de Nord, il n'y a pas de Sud, il n'y a pas de l'Est, il n'y a pas de l'Ouest au Togo. Parce qu'entre nous, Togolais, on se connaît très bien. Kabien n'est pas différent de Evé ni d'Aposo. Moi, je l'ai toujours dit. Même s'il y a une question ethnique. Je dis que de Dapaon, même jusqu'à arriver à Sokodé, on sait la tendance que ces gens-là votent très souvent. Puisque le même pouvoir est toujours là depuis plus de 50 ans. Oui. Si c'est qu'il y avait au moins des changements démocratiques à la tête du pouvoir, l'alternance à la tête du pouvoir, on pouvait dire que les programmes ont fait changer la vie des gens. Mais les gens ont toujours voté utile, mais on a retourné le vote pour donner autre résultat. C'est la réalité. Donc, moi je dis, quand on parle du Nord, regardez la vague de contestation qui a couru depuis Dapon, Mango, Sokodé, Bafilo, et qu'on me dise que le Nord, cette histoire-là. J'ai voulu juste marquer un point sur ça. Pour dire qu'en réalité, il n'y a jamais eu de vainqueur en faveur du pouvoir à partir du Nord. Même Ankara, Force sera surpris d'être vaincu là-bas. Bon, je vous rappelle juste que si je vois la liste des candidatures, Innocent Kagbara doit être du Nord, tel que vous en parlez. Aimé Tchaboré Gogué doit être également du Nord, tout comme Maître Tchassona Mohamed. Nous verrons si ces trois candidatures feront évoluer la tendance dans un sens ou dans l'autre. Voilà les 10 candidatures enregistrées. Michel, je voudrais qu'on en vienne maintenant à ceux qui ont également annoncé leur candidature et qui ont été même investis, mais qui n'ont pas déposé le dossier. Commençons par Jerry Komandega Tama, qui a émis, dont le parti a quand même émis un communiqué en date du 7 janvier pour informer l'opinion que son parti a tenu un conseil national et que après analyse approfondie de la situation,
ils ont souhaité surseoir à leur candidature et privilégier plutôt la suite des élections locales à venir. Ça, c'est d'un. Et un autre candidat aussi de la société civile, docteur Nyagno, dont le dossier a été recalé parce que la CENI lui reproche de n'avoir pas prouvé qu'il a versé le cautionnement des 20 millions. Les autres, tels que notre ami Koda, l'autre aussi, Sauter, officiellement, j'ai pas pas connaissance de la raison de leur absence sur les dossiers. Alors, bon, tu as tout dit. Tu veux qu'on dise quoi d'eux? Ils ne sont pas dans les statuts. Tu veux qu'on dise quoi d'eux? Dans tous les cas, il y a un fait. Vous savez, quand vous prenez par exemple le net, qui faisait partie des premiers, en tout cas des premières formations qui ont annoncé la candidature de l'RSE. Non seulement annoncé, mais le candidat a été investi solennellement. Mais on nous dit aujourd'hui qu'on a tenu un conseil. Peut-être les gens, bon, vous savez, nous sommes c'est dans un domaine purement politique. Les contacts que les gens mènent, les projections, tout ça là, nous ne sommes pas là pour voir. Mais moi, je me dis que, vous savez, le verdict du 22 février va calquer, va essayer va nous, en tout cas, nous amener à voir ceux qui sont à l'Assemblée nationale là. Qu'est-ce qu'ils représentent? C'est-à-dire que ceux qui sont première force, deuxième force, troisième, quatrième, le verdict du 22 février va nous permettre de savoir leur poids politique. Peut-être les gens peuvent voir ça de loin. Ils se disent, le peuple risque de me découvrir. Alors, il vaut mieux. Mais l'UFC qui est là-bas, peut-être que c'est c'est la crainte. Le premier examen. Le premier examen après les législatives et les locales. Donc, les gens ont fait vraiment des calculs et bon, ils trouvent qu'il vaut mieux décaler. Et en attendant, parce que plus le temps passe, on a peut-être le temps encore puisque en politique, les gymnastiques, les contorsions, tout ce que, on sait comment ça se passe. Donc, c'est peut-être ce que nous pouvons conclure par rapport à, peut-être c'est pour certains, comme tu l'as dit, Podar qui n'aurait pas prouvé qu'il a versé sa caution et autres. Bon. Mais les autres, quand tu prends l'UFC, quand tu prends le net, peut-être, comment l'appelle-t-on? Le PDP. Le PDP, oui, dans les statuts. Donc, ça permet de voir, de mesurer ce qu'ils valent réellement. Mm-hmm. C'est pourquoi, moi, j'ai toujours insisté sur le discours. Vous savez, c'est ce qui manque. On a des considérations partisanes, on attaque les adversaires sans toutefois dire aux Togolais concrètement qu'est-ce que vous avez envie de faire pour eux. C'est ça le drame au Togo. Il faut dire aux gens, quand tu prends pendant de 2005 jusqu'à ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit dans les rangs que le tourisme a trop duré? Oui, bon, il a trop duré, mais il nous dit que nous voulons vous faire ceci. Il nous dit ça tout le temps. Mais vous dites qu'ils ont trop duré. C'est fini. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Ils ne sont jamais venus au pouvoir pour essayer. Mais il faut dire, ça dit que c'est par rapport à ça qu'on analyse. On sait que ce monsieur, il a, lorsque Nicolas Lanson a tenté la présidentielle une ou deux fois, il avait un projet, il le disait. Il dit même, à qui veut l'entendre, que même le pouvoir actuel est en train de grignoter sur son projet. PND même, c'est son idée. Donc, mais les autres, que le régime a duré, et après. Mais vous savez, nous sommes 7 millions. Personne ne veut faire le saut dans l'inconnu. Parce que ailleurs, ça a montré que, mais il faut faire extrêmement attention. Il faut qu'on soit en mesure de comprendre, de lire en tout cas dans une personnalité, qu'elle est à même d'assurer la cohésion sociale. Par ces temps qui courent, avec le djihadisme un peu partout, la sécurité doit être maintenue. On ne peut pas se permettre de faire tomber le pouvoir dans les mains d'un kidam. Merci Michel. Déjà, à l'investiture de Faure Gnassingbé, on a eu dans le communiqué d'UNI les raisons pour lesquelles UNI veut positionner encore son candidat, c'est pour poursuivre ses projets dans le PND, entre autres. Maintenant que les candidats sont enregistrés, on verra quel contenu exact
ces différents candidats issus de l'opposition, on verra quel contenu ils donnent à l'alternance et au fait que le pouvoir de Faure Gnassingbé a trop duré. Mais nous jugerons en temps opportun. Mais revenons un peu sur ceux qui se sont annoncés, qui ont beaucoup commencé à parler, puis qu'on retrouve maintenant abonnés absents. Bon, oui, c'est vrai, Jerry Tama et Podar, Monsieur Podar, qui a été également annoncé. Clovis, c'est l'homme de 3 repas par jour, et d'autres personnes également. Et franchement, aujourd'hui, on se rend véritablement compte qu'il y a des gens qui nous ont vendu de la poudre de perlimpinpin. Écoutez, qu'est-ce que je veux dire par là? Michel a parlé tout à l'heure d'offres politiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent se porter candidat pour le plaisir d'être candidat. Et il y a de ces personnes qui ont également fait acte de candidature. Ambroise dit tout à l'heure que oui, que ils n'ont jamais pris le pouvoir pour pouvoir faire quelque chose, excusez la tautologie, qui sera différent de ce que l'autre fait. Mais on vient d'abord au pouvoir avec un projet de société. On vient d'abord avec ce qu'on fait. Et quand je prends le cas de M. Patrice Talon au Bénin, quand il a été élu plutôt président de la République du Bénin, la première décision qu'il a prise, tout le monde la connaît, c'est de se faire d'abord payer les milliards que l'État béninois lui doit à sa société privée, dans l'affaire coton. Et ça, est-ce que c'est une mesure sociale? Est-ce que c'est une mesure véritablement qui arrange la population, l'État béninois? Si vous voulez confier votre pays à des gens comme ça, qui d'abord viennent au pouvoir pour, comme première décision à prendre, se faire payer des milliards que l'État béninois doit à leur société privée, alors on est mal parti. On est très mal parti. Et donc, il faut véritablement, j'ai dit ici sur ce plateau, que tous ces candidats qui sont dans les starting blocks pour la présidentielle, posez-leur la question de savoir s'ils sont présidents, quelle sera leur première décision en tant que président de la République. Ils pourront pas répondre. Ils vont tituber pendant 5 minutes. Non, peut-être on le découvrira lors de la campagne. Je vous dis qu'ils vont tituber pendant 5 minutes. Vous allez trop vite en besoin. Attendons que la campagne s'ouvre et on verra. Je le dis parce que j'ai déjà expérimenté ça en tant que journaliste. Mais il suffit pas de dire je suis candidat. Mais aujourd'hui, on dit que tous les agrégats sont rouges. Il y a beaucoup de secteurs qui sont malades. Mais vous, en tant que président, quand vous avez devant vous une ribambelle de problèmes, la première décision à prendre en tant que président de la République, dans les tout premiers jours, c'est quelle décision? C'est des questions fondamentales qu'il faut se poser. Et donc, il ne suffit pas de claironner que je suis candidat. Deuxième chose, ça concerne la loi portant statut de l'opposition. Et là, véritablement, il faut que les partis de l'opposition arrêtent de croquer l'os qu'on leur jette. Écoutez, vous êtes dans un pays où vous dites que vous êtes des opposants. Et la loi dit que il suffit d'arriver au Parlement pour écrire au président de l'Assemblée pour dire que vous êtes de l'opposition, vous reconnaissez comme parti de l'opposition. Et vous êtes d'accord, vous vous taisez dessus et vous dites à la fin que vous êtes candidat de l'opposition. Non mais franchement, il y a un problème. Mais vous dites que vous êtes de l'opposition. Il suffit de faire une déclaration. C'est ce que la loi dit, hein. Faire une déclaration écrite, envoyer ça au président, à la présidente de l'Assemblée nationale, dites que vous êtes une force de l'opposition. Et à la fin, on se rend compte que vous êtes plutôt une force satellitaire, c'est-à-dire une force qui gravite plutôt autour du noyau et qui n'a pas d'objectif fixe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais les gens disent qu'ils sont au Parlement, qu'ils sont de l'opposition. Et finalement, on se rend compte qu'ils n'ont jamais été de l'opposition. Ou mieux, qu'ils ne peuvent pas donner d'orientation. Là, c'est vous qui tirez vos conclusions. Non, mais tout le monde tire ses conclusions. Je suis désolé. Mais aujourd'hui, si on dit à l'Assemblée nationale que des gens sont de l'opposition et on fait voter une loi, et la loi est sur la table, des gens lèvent la main, ils disent que non, cette loi-là, la partie 3, on n'est pas d'accord, la partie 2, on n'est pas d'accord. Il y a des choses qui ne vont pas dans cette loi. Mais à la fin, ils votent quand même oui. Ça, là, c'est opposition? Non, mais franchement, il faut que au niveau des partis de l'opposition. Encore une fois. Non, pour finir, c'est très important. Les autres s'impatientent. Oui, c'est très important ce que je dis. Et il faut que les opposants, là, franchement, travaillent dans leur coin ou travaillent pour véritablement faire ce qu'ils doivent faire. Parce que l'essentiel, ce n'est pas la finalité de la candidature. Mais aujourd'hui, cette loi bizarre qu'on a, ça fait qu'on n'arrive pas à se retrouver. Les militants n'arrivent pas à se retrouver. Mais les gens disent qu'ils sont de l'opposition. Merci. Ils sont au Parlement. Je rappelle juste que, en début de semaine, le révérend père Pierre-Marie Chanel Afognon a adressé une lettre ouverte, un appel à tous les candidats. Si tout se passe bien, nous pourrions avoir le père demain, il nous en dira lui-même. Mais Michel évoquait déjà quelques pistes. Il y a une question de sécurité au Togo et dans la sous-région. Djihadisme, extrémisme violent, tout ça. Il y a un problème, il est ouvert sur la transformation du franc CFA en éco. Il y a ce problème de croissance, l'absence de 3 repas des Togolais par jour, l'école, la santé. Nous aurions aimé savoir quelles actions l'un ou l'autre candidat poserait
les 100 premiers jours s'il était élu. Mais peut-être qu'on commencera à le voir, à le sentir quand la campagne sera ouverte. Magloire d'abord et puis Ambroise. Oui, justement, ça, je le disais tantôt dans mon développement. Aujourd'hui, il est grand temps que le peuple togolais même apprenne à s'assagir dans son choix politique. C'est-à-dire les citoyens togolais, C'est-à-dire le temps où on votait les gens parce que c'est mon oncle, parce que c'est ma tante, parce que c'est le directeur de là où je travaille et tout, c'est révolu. Vous m'en excusez, c'est un cas parmi d'autres cas, parce que je suis fonctionnaire togolais, donc je suis obligé d'être uni, par exemple. C'est des cas qui arrivent. Oui. Alors qu'en réalité, vous ne vous inscrivez pas dans la logique du parti uni. Même parce que je suis fonctionnaire, je dois être de uni. Pour sauvegarder son poste. C'est des arguments qu'on doit plus entendre parler au Togo en réalité. Merci, comment il est venu. Voilà. Et donc. Ah oui, Michel, les fonctionnaires qui s'obligent à voter unis, Michel demandait comment ils sont devenus fonctionnaires. Voilà, on connaît aussi, c'est des réalités. Et donc, c'est pour dire qu'en réalité, le plus important, c'est de reconnaître qu'à un moment donné, on a fauté et prendre des résolutions à aller de l'avant. Donc, je disais, tout ce que nous disons ici, moi je dis, les acteurs politiques, ceux qui croient en eux, voilà, c'est eux ça, quoi. Moi, je ne crois pas à ce que les acteurs politiques disent véritablement. Moi, j'analyse les faits. Et le plus important ici, ce n'est pas parce que Agbéome Kodjo c'est mon oncle, ce n'est pas parce que Jean-Pierre Favre c'est le plus populaire des opposants togolais à l'heure actuelle, ce n'est pas parce que monsieur Fornia Singbe il est de Kara, je suis de Kara, donc je dois le voter. Il est question... Encore que Fornia Singbe est métis, hein? Il est métis, ou alors c'est mon oncle d'Agou, donc je dois le voter. Je dis, il faut dépasser cette étape. Il faut s'atteler beaucoup plus à la feuille de route, comment vous appelez ça, au projet de société, à l'offre politique que les uns et les autres présentent. Et c'est sur cette base-là qu'on devrait véritablement juger les candidats par rapport à leurs offres. Et donc, si nous refusons cette réalité politique, cette vision, cette philosophie politique, et nous continuons toujours pas à voter les gens parce que nous serons toujours surpris que peut-être on changera les gens à la tête du pays, mais la réalité restera la même. C'est pour dire que aujourd'hui, nous l'avons dit, tous sont des acteurs politiques, mais tous ne sont pas des hommes d'État, des acteurs qui peuvent véritablement diriger un pays. Et ça, on le disait par rapport au discours, on le disait par rapport aux attitudes. Et là, je félicite peut-être Dieu, d'abord, je le félicite si je peux oser faire ça, parce qu'il a inspiré quelqu'un qui avait déclaré son intention de se porter candidat, le pasteur Sodi Gabriel par exemple. Je n'ai rien contre lui. Mais voilà un monsieur qui a été éclaboussé par un scandale sexuel dans son église là-bas, où il dit officiellement reconnaître que oui, moi j'abuse des fidèles, et toi qui m'accuses, toi aussi tu abuses des choristes, des groupes musicaux et tout dans l'église, je sais tout ça. Voilà un monsieur qui veut se présenter devant moi pour être chef d'État. Donc moi je dis, c'est à nous, heureusement qu'il s'est retiré ou n'a pas pu déposer sa candidature. C'est une bonne chose. Merci. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est l'offre politique. Et pour finir, le grand absent, l'énigmatique absent de la course, c'est, vous l'avez dit, M. Tahama Djeri. Voyez, un candidat qui a été porté par sa base, le Congrès. Et moi, je suppose que si le Congrès choisit un candidat, c'est au terme d'une longue analyse de l'actualité sociopolitique et on définit la ligne politique qu'on devra, à laquelle on devrait s'atteler. On choisit le candidat et à la veille de la clôture, du moins à quelques heures de la clôture des dépôts de candidature, on nous dit que voilà, le même congrès s'est retrouvé rapidement. Voilà, le conseil s'est retrouvé pour réorienter, n'est-ce pas, la vision politique du parti. Alors que c'est le congrès qui est l'organe suprême du parti. Et aujourd'hui, on nous parle de quoi? Des régionales. Le gouvernement n'a pas encore convoqué le corps électoral pour les régionales. Monsieur Tama nous parle des régionales. Et donc, c'est ce qui fait que, et par rapport au choix du congrès, le conseil du parti décide de faire autrement. Voyez-vous, chers Togolais,
c'est les hommes politiques là que nous avons en face de nous. Merci, c'est pour ça que je dis, merci à nous cet devons auditeur qui nous apprendre à enrichit grandir que politiquement. Monsieur Podar Gamezou et Monsieur Soter Dovi ont choisi de ne pas déposer leur candidature en soutien à la démarche de Podro. Donc c'est logiquement Monsieur Podar Gamezou et Dovi Soter ont choisi de se désister en soutien au candidat dégagé par Monseigneur Podro, que je n'ai pas besoin de vous rappeler. Ambroise? Oui, d'abord, je voudrais bondir sur ce que là où il a chuté par rapport au net. Vous savez, moi, nous sommes des Togolais, il y a des Togolais que je respecte, mais quand les gens prennent certaines portions politiques en les connaissant dans leur inconstance, moi, je les mets dans un panier. Quand je prends le cas et on m'a fait une très belle analyse par rapport à la question de la loi qui consacre le statut des partis de l'opposition. Les Togolais savent qui sont opposants ou pas. C'est pourquoi il a bien raison de dire on peut bloquer tout ça pose la question de la légalité, de la légitimité de nos tests. C'est deux. Maintenant, je voudrais revenir sur la question qui m'a fait lever mon petit doigt. Cette question ne l'aborde pas. Comme si nous étions en classe de CP1. Oui. Faure Gnassingbé a-t-il raison de déposer sa candidature ou non? C'est une question que j'ai analysée personnellement, que nous allons bientôt prendre dans notre journal. Mais je voudrais donner la primeur. Faure Gnassingbé a tort de déposer sa candidature pour des raisons. D'abord, parce que dans la région, les mandats sont limités à 2. On nous dira qu'on a limité le mandat à 2 ici. Lui-même, il a déclaré sur la Deutsche Welle que pour que la démocratie marche en Afrique, il faut nécessairement limiter le mandat à 2 ou à 3. Le comble, c'est que lui-même, il va à un 4e mandat. Ça touche la morale. Ça, c'est 2. De 3. Je pense que fondamentalement, il y a un problème au sein même du Parti uni. J'ai vu des gens danser, crier avec des Doukouvi à Faure Gnassingbé quand il a été investi. Mais je me dis, mais parmi vous, il n'y a personne qui puisse valablement représenter le Parti uni pour être candidat. C'est une insulte. À qui? À eux-mêmes. Et j'ai mis ça quelque part. Ça fait leur problème. Maintenant, est-ce que Faure Gnassingbé a raison de déposer sa candidature? Ça aussi, j'ai analysé. J'ai dit, peut-être, il a raison. Parce qu'il est contingenté, il est pris en otage par un clan. Il risque, même si jamais il ne déposait pas, on peut même l'éliminer. J'ai imaginé le pire. Mais vous y allez vraiment très fort. Oui, j'ai imaginé le pire. Parce que j'ai mis la poire en deux. J'ai dit, donc le gars, est-ce qu'il est contraint de déposer? J'ai dit oui, il est contraint. Parce que d'abord, il y a le clan, il y a sa famille, Gnassingbé. Parce qu'il y a un nom qui trottinait, Gnassingbé, peut-être n'a rien fait, mais d'autres pensent que Gnassingbé a gouverné pendant plus de 60 ans. Maintenant, est-ce qu'il a raison? Oui, il a raison parce que il y en a qui se sucrent sur le dos de Faure. Ils mangent depuis plus de 40 ans, ils sont toujours là. Et il y en a aussi qui sont des hypocrites, s'ils sont dans le Parti uni, qui ne partagent rien des idéaux, mais à cause de leurs affaires qui marchent, ils s'accrochent à unir. Donc Faure est obligé de candidater pour justement sauvegarder les privilèges, les intérêts. C'est votre analyse. Et on va revenir sur ça. Merci beaucoup, vivement. Maintenant, nous allons terminer par ceux qui continuent à s'inscrire en faux contre le processus électoral pour les raisons qu'ils disent et que nous partageons avec vous. Aujourd'hui, le bâtisseur écrit que Maître Agboibo se dit très inquiet sur le processus électoral. Le bâtisseur écrit Conseil national du cas, gangstérisme d'État, business politique, le Togo à l'aube d'un grand péril. Et Maître Yovi Agboibo est le cas très inquiet sur le processus. Nous avons partagé avec vous le changement ici qui écrit que le cas subordonne sa participation à l'amélioration du cadre électoral. C'est quelque chose également que nous vous avons dit. Mais il n'y a pas que Maître Agboibo. Il y a aussi le Front citoyen Togo debout et Synergie qui se sont réunis le week-end dernier et qui ont même adressé une lettre ouverte au chef de l'État, lettre dans laquelle ces deux organisations et quelques acteurs politiques contestent la légitimité constitutionnelle de la nouvelle Cour constitutionnelle. Et il n'y a pas que, il y a 3 acteurs politiques qui sont exprimés il y a quelques jours. Il s'agit de Jimon Oré, Orodjikpa Tchatikpi et Nathaniel Olympio, le trio qui s'oppose aux élections telles que le libéral en parle aujourd'hui. Il y a Liberté aussi qui écrit Orodjikpa Tchatikpi, Jimon Oré, Nathaniel Olympio appellent le peuple à se mobiliser pour une transition. Michel, voilà les 3 des entités qui contestent les élections présidentielles pour les raisons qui ne cessent de claironner. Bon, a priori,
quand vous prenez M. Djimo et M. Nathaniel Lumpio, on sait ce qu'ils représentent. Politiquement, sur l'échiquier national. Ouro Tchatikpi, qui a été chassé du PNP. Non, exclu. Non, suspendu. Il a été chassé. Bon, si exclu, il faut préciser que dans un premier temps, le parti PNP l'a déchargé de ses fonctions de conseil spécial. Après, il a été exclu parce que le parti a écrit qu'on le soupçonnait de vouloir se porter candidat. Voilà, justement. Donc, il a été exclu, chassé. Et il trouve que c'est avec Nathaniel Lumpio et Djimo Oré qui peut trouver son salut en empêchant la présidentielle du 22 février. Vous savez, dans un passé récent, nous avons vu ce que les gens ont tenté en 2018, ce que les gens ont tenté de faire, notamment en voulant empêcher les législatives du 20 décembre de 2018. Et la suite, je ne vais pas la compter à personne. Nous sommes témoins donc de ces événements-là. Et aujourd'hui, si c'est les trois-là qui peuvent empêcher la présidentielle du 22 février, ça m'étonnerait beaucoup. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme moyen de leur côté, mais connaissant un peu ce qu'ils représentent, ça me ferait... en tout cas, j'aurais de la peine à croire. Oui, certes, mais Michel, aussi bien chez nous, les évêques, que chez vous, les Kabyais, on dit souvent que quand un aveugle menace de te jeter la pierre, il faut se demander s'il n'a pas déjà le pied posé sur la dite pierre. Et ils sont des aveugles déjà connus, donc on sait qu'ils n'ont rien dans la main. Parce que quand vous prenez Djimo Oré, on sait, bon, c'est pas la peine de dire des choses ici. On prend Nathaniel, on sait ce que ce monsieur représente par rapport à la chiquée. Si on dit aujourd'hui, on parle de base politique, bon, je ne sais pas trop. Mais Ouro Tchatikpi, je pense que lui vient d'un parti, il vient d'être, bon, il n'a pas eu le temps de pleurer et il trouve que, bon, c'est avec les autres là qu'il peut s'en sortir. Moi, je trouve que sans vraiment trop les considérer, je ne pense pas que ils soient dans une posture de nuire ou de faire quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, ceux qui les observent de haut savent ce qu'il y a lieu de faire en entendant. Mais compte tenu de leur poids, je ne pense pas qu'ils sont en mesure de faire. On verra bien. Ça s'apparente beaucoup à des fanfaronnades. Bon, nous sommes là aussi, hein. Il ne faut pas nous oublier, peut-être c'est ça. Merci, mais Ambroise, bon, les motifs que le trio Ouro Tchatikpi, Djimo Oré, Nathaniel de leur côté, Front Citoyen Togo Debout et Synergie de son côté également, le parti K, des gens comme vous-même. Et il y a quand même des raisons qui motivent certains Togolais à ne pas s'inscrire dans la dynamique de l'élection du 22 février. Oui, oui, il y a effectivement, on l'a évoqué, moi je l'ai évoqué, par rapport au processus qui est vicié depuis le début, pendant de l'enseignement du fichier, et même des résultats qui ne seraient pas programmés bureau de vote par bureau de vote. Donc il y a tellement de choses. Mais, tu sais, moi, dans mes approches, j'ai dit qu'il faut surprendre ceux-là qui sont prêts à frauder pour s'éterniser au pouvoir. Moi, je demande à ces trois messieurs, à ces trois leaders d'opposition, Tchatikpi, Djimo Oré et Nathaniel Lumpio, de participer, d'aider. Ils parlent de transition. Mais même si on élit Fabre ou Agbeweme en lieu place de Jean-Pierre, de Faure Gnassingbé, ils ne sont obligés que de faire une transition. Si je considère que 5 ans peut être valable pour une transition, pourquoi ne pas soutenir un de ces candidats-là pour battre le candidat, mobiliser leur base, mobiliser les Togolais pour aller à ces élections, surprendre le parti uni. Moi, je dis que les Togolais sont prêts à renverser la tendance s'ils mobilisent réellement sur le terrain. Quand je prends le cas du parti PNP, le PNP a une base électorale. Je ne vais pas citer les villes, mais je dis, si les gens là arrivent à mobiliser les Togolais, à redonner confiance aux Togolais que, malgré les conditions dans lesquelles ces élections sont préparées, si vous vous mobilisez pour aller aux urnes, vous allez battre à plate couture le candidat du parti au pouvoir
Mais les choses vont changer et faire une transition. Ambroise, mais vous disiez il n'y a pas longtemps que les élections sont déjà viciées, le fichier électoral n'est pas viable, la CENI unicolore. Oui. Mais, comment est-ce que vous pensez qu'avec une mobilisation sur le terrain, on peut y arriver à inverser les résultats tels que vous parlez tantôt de l'organisation? Absolument. Vous savez, ça s'est passé en Bolivie, ça s'est passé dans d'autres pays. On a cru que le parti au pouvoir, qui a l'habitude souvent de frauder, de gagner, avec un peu d'observation étrangère, va encore gagner. Et le parti qui a toujours tendance à siphonner la psychologie des gens, en disant que nous on a déjà gagné, alors que rien n'est encore joué dans les urnes, si réellement les résultats viendront bureau de vote par bureau de vote, et que le pouvoir en place laissera les gens, comment on appelle, compiler leur procès-verbaux. Il peut mobiliser les gens et gagner le pouvoir dans la base, même si les conditions ne sont pas encore totalement réunies. Parce que la CENI est là, c'est vrai. Le cas s'est retiré de la CENI, ce qui encore discrédite la CENI une fois de plus. Mais au demeurant, si au sein de cette CENI, les résultats quittent depuis les bureaux de vote et que les gens ont les procès-verbaux, les gens se sont organisés pour assurer la crédibilité et la sérénité des procès-verbaux, je vous dis que si les gens sont mobilisés, les gens vont contrebalancer les choses dans les urnes, tout en concédant que toutes les conditions ne sont pas réunies pour une élection transparente. Je le répète. Vous y croyez? Je crois à ça. Donc, c'est votre acte de foi. Oui, je voudrais que nos grands frères là laissent ces histoires. Ils ont raison, ils ont raison. Et je dis que même si c'est 5 ans qui est devant nous et que un candidat de l'opposition est gagné et qui viendra gouverner, ces 5 ans-là serviront à transiter ou à faire une transition. Merci. Magloire, vous disiez tantôt que, à part Faure Gnassingbé et quelqu'un d'autre, vous voyez tous les autres candidats annoncés comme étant de l'opposition. Déjà, ce qui va éparpiller les voix de l'électorat de l'opposition, ça c'est d'un. De deux, il y a deux tours, ceux qui s'expriment, ceux qui s'inscrivent en faux contre l'élection, le CAR et Maître Aboibo, les Jimon Auré, Nathaniel Olympio, Ouro Chikpa, et même la Synergie et Front Citoyen Togo Debout sont souvent rangés dans les cas de l'opposition. Alors, toutes ces positions, d'abord, la multitude des candidatures et les positions un peu contradictoires de ceux-là, est-ce que ça ne va pas, est-ce que ça favorise, selon vous, l'opposition prise dans son ensemble face au pouvoir en face? Oui, vous allez voir que dès le début, moi, dans mes analyses, je l'ai dit, je mets de côté d'abord Faure Gnassingbé, parce que au-delà de tout, il incarne le pouvoir. Mais moi, je m'attaque beaucoup plus à l'opposition, parce que vous estimez justement que Faure Gnassingbé, son camp ne font pas bien. C'est pour ça qu'il faut œuvrer à les remplacer. Mais quand on sent comment est-ce que vous vous bataillez déjà à l'interne pour y arriver, ça fait réfléchir. D'abord, par rapport au cas, moi je dis que c'est une décision logique de sa part, parce que par le passé, on a vu le cas qui dénonce un processus vicié tout en gardant ses représentants au sein de la CENI. Et ça, des gens ont critiqué. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une très bonne chose d'être logique. Si vous estimez que le processus n'est pas normal, autant se retirer. Et ça renvoie également à une autre question, parce que il y a pas longtemps, on critiquait un peu la composition inégale de la Cour constitutionnelle. Beaucoup disaient que tant que la Cour n'est pas complète, eh bien les décisions seraient, voilà. Notamment, c'est la position de Front Citoyen Togo Debout et de Synergie. Voilà. Mais maintenant, on voit qu'avec le retrait du représentant du cas de la CENI continue pourtant pas à travailler. C'est dit donc qu'on doit toujours se remettre en cause. Politiquement, il y a toujours des nouvelles réalités qui amènent les gens à se remettre en cause et à s'adapter à la réalité. Merci. Maintenant, par rapport aux trois acteurs politiques, d'entrée, moi je dis, je félicite également leur démarche, parce que quand on n'est pas d'accord avec une chose, on dit non. On sait la dynamique dans laquelle s'inscrit le PNP de Ouro Dikpa Tatipi hier, puisqu'il n'est plus membre de ce parti. On connaît également la position du parti des Togolais de M. Nathaniel Olympio. On connaît également la position de M. Jimon Auré par rapport à tout ce qui est élection. Et donc, c'est normal qu'ils expriment, n'est-ce pas, leur désaveu par rapport à tout ce qui est élection et processus. Mais moi, je dis, objectivement, dire que nous ne sommes pas d'accord, donc nous allons nous employer pour empêcher l'élection, je dis là, on quitte carrément le chemin démocratique. Par quel moyen, justement?
La révolution, je ne sais pas. Ont-ils les moyens de le faire? Je ne sais pas. Donc, merci. Autant ne pas être d'accord, mais travailler en faveur de ceux qui sont sur le terrain et régler ça après. Un peu comme le disait tantôt Ambroise. Voilà. Et là, on va finir rapidement avec vous, avant les auditeurs. Eh bien, je rappelle que dans tout ce contexte-là qu'on a évoqué, décrit, il faut quand même rappeler que nous avons désormais un système électoral à deux tours, avec tout l'environnement, les candidatures, tout ce qu'on a dit. Si vous étiez prophète, est-ce que vous alliez prophétiser éventuellement un deuxième tour pour l'élection présidentielle? Bon, je ne vais pas chipper la place d'Ambroise. N'avez pas sa foi. Bon, je ne sais pas s'il y aura un second tour. Toujours est-il que les forces en présence sont connues aujourd'hui. Ce qu'on va peut-être souhaiter, c'est que tout se passe dans la paix, dans la transparence et dans l'équité. Et c'est le plus important pour nous. Et surtout, que cette élection présidentielle serve de leçon à beaucoup de personnes. Des gens par le passé, il y a cela quelques mois, ont toujours cru que la prise de pouvoir par la rue était possible. Et ils se sont rendus compte finalement que seules les élections, les urnes pourront résoudre la situation. Et donc, il faut vous battre, travailler sur le terrain, participer à la construction de la démocratie à la base. Et surtout, ceux qui représentent aujourd'hui un grand danger pour la population, c'est les partis aphones, des partis qui sont des partis leaders, des partis qui déclarent être chefs de file de l'opposition, mais qui ne donnent aucune orientation à leurs militants. Merci. Voilà. Les auditeurs appellent déjà pour réclamer leur temps d'antenne. Eh bien, nous nous ouvrons à vous, juste le moment que nous soufflions un peu. Et puis, vous pouvez déjà commencer à composer les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. 93.5 Canal FM. Eh bien, j'ai à mes côtés mes trois confrères, Elo Mati Chogbe, Michel Sarakawabalo Tchadja, Magloire Tekou Kenvi et Yao Ambroise Ponjo pour recevoir vos commentaires, vos questions. C'est l'ami Pelé en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, Pelé. Oui, bonjour le plateau. Bonjour à vous aussi. Oui, d'abord, je voudrais dire, faut pas que le peuple togolais ou bien togolais demande à des opposants quel est leur programme. Quel a été le programme de Fagna Singbe à la nuit de 5 février 2005 avant de prendre le pouvoir? Quel a été sa programme? Qu'est-ce qu'il a dit au peuple? Rien. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, monsieur Safgaou, là où vous êtes, vous pouvez être président de la République parce que vous êtes togolais. Est-ce que si vous êtes président de la République, vous allez laisser la minorité s'accaparer la richesse du pays? Vous allez laisser le peuple togolais soupir de cette misère-là? Est-ce que vous allez laisser le peuple togolais dans tout ce qu'il allait donner 150 francs à Haouto pour une maison? Oui, mais Ami Pelé, si on ne connaît pas les candidats, sur quelle base on va choisir plutôt X que Y? Oui, vous dites? Si on ne connaissait pas le programme des différents candidats, sur quelle base on va porter nos voix sur celui-ci ou celui-là? Quel a été le programme du président Faure en 2005, quand il a pris le pouvoir? Je vous rappelle qu'actuellement nous sommes en 2020. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, le programme, c'est que tout Togolais doit savoir que ce régime a fait trahir ce pays et qu'il faut qu'il s'en aille. C'est tout. Okay. Voir le programme. Alors, dans ce cas-là, déjà, oui, nous avons 7 à 8 candidats de l'opposition. Oui. Si vous brandissez carton rouge au pouvoir, sur quelle base maintenant vous allez élire l'un ou l'autre candidat de l'opposition? Il faut que l'opposition s'organise. Tout. Et comment? Non, dans une législation, au premier tour avant d'y aller. Mais vous avez déjà les 8 candidats de l'opposition. Comment voulez-vous qu'ils s'organisent? Actuellement, Jean-Pierre Pape est le chef de file de l'opposition. Il faut qu'il appelle les autres et s'organiser. Comment il faut aller? Ce régime n'a pas de fief. Le fief, c'est là où l'opposition ne s'occupe pas. C'est tout. Merci beaucoup. Il travaille avec l'administration. Merci. C'est vraiment la libre expression dans des débats contradictoires. On a écouté l'ami Pelé. Maintenant, nous recevons la technique. Nous recevons Rémi depuis Baguida. Bonjour. Ah, il est parti. Ok. En entendant... c'est l'ami Pelé qu'on a écouté. Vous allez peut-être réagir dans un moment là-dessus. Mais nous recevons déjà le tout suivant. Bonjour. Bonjour, ça c'est Monsieur Colani depuis Après. Le tien là. La fière. Non, d'abord, vous ça c'est... Des fois quand on intervient, hier vous avez dit il ne faut pas qu'on soit partisans. Nous les auditeurs, nous on est partisans. C'est à vous les journalistes qu'on dit il faut au-dessus de la mêlée.
Et l'on vient de faire une démonstration qui est très aisée en disant qu'il ne faut pas voter parce que tu es de telle ethnie ou bien parce que tu es fonctionnaire, tu es obligé de voter pour unir. La fois passée sur votre chaîne, je vous ai dit, le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée n'ont pas le droit d'aller faire certaines choses. Vous avez dit non, ils sont militants de l'UNI. Non, quand ils ont cette fonction, ce n'est pas lors de la campagne. Ce n'est pas la peine de confondre la République et puis leur parti. Vous avez vu, vous avez encouragé le mardi. Ils ont laissé leur poste, les ministres, ces fonctionnaires, tout le monde, ces militants du UNI là, le mardi, pour aller se retrouver, pour investir à l'heure du travail, leur candidat. Ça, c'est la République, ça? Ce n'est pas ça, la République. Quand vous êtes là, c'est votre parti, vous avez le week-end, vous avez 17 heures au-delà. C'est ça la République. Mais quand vous confondez la République à votre parti, c'est dangereux. Et ceci est dû à quoi? À vous, les journalistes, qui ne veillez pas la population pour leur dire la vérité. Pour qu'ils sachent que ça ne passe pas dans une République. C'est ça. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire que de vous dire beaucoup de courage. L'ami Kolani, oui. Vous estimez à votre âme et conscience que nous, autour de ce plateau, nous cautionnons ces pratiques-là du gouvernement? Vous, ça, j'ai dit que hier, vous avez dit quelque chose quand nous sommes... J'avais dit que Premier ministre ou président de l'Assemblée, ils ont le droit de militer dans leur parti. Je n'ai pas dit qui pouvait se permettre d'aller le faire avec les moyens de l'État. Oui, on ne fait que dire la même chose. Exemple, hier, et le mardi là, ce qu'ils ont posé comme acte, M. Sass. Hein, ils sont des militants. Merci beaucoup, l'ami Kolani. Sinon, tous ceux qui sont attentifs au club de la presse témoigneront que nous ne sommes pas d'accord que les dirigeants de ce pays aillent faire leurs activités politiques au sein du parti au pouvoir aux heures du travail et avec les moyens de l'État. Ça, nous n'allons pas discuter pour ça. Mais j'aimerais quand même que... Je n'ai pas de leçon à vous donner. Enfin, vous êtes des journalistes. Comme vous l'avez dit, nous disons la même chose, mais peut-être avec des mots différents. Ah, ok. Donc, souvent, quand vous finissez, je vous en prie, quand vous finissez vos émissions, la nuit, il faut suivre ça pour voir comment... Je me réécoute. Soyez rassurés, l'ami Kolani. Ok, merci. Nous passons au suivant. L'ami abonné, bonjour. Monsieur Sass, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour au plateau. Oui. Monsieur Sass, dans l'émission, j'ai pu entendre qu'il y a 10 qui sont retenus, qui sont passés laissés. Et dans les analyses, il semble qu'il y a au moins 3 qui sont un peu sérieux. Chez moi, les 3 aussi, ajoutés aux 7 autres, sont tous des plaisantins. Je ne sais pas si le temps arrivera lors des campagnes, vous allez recevoir les candidats, on aura l'opportunité de leur poser des questions. Non, vous irez les suivre dans leur activité de campagne. Non, très souvent, vous nous demandez beaucoup à nous, les journalistes, vous oubliez que vous êtes les citoyens, chacun avec ses responsabilités vis-à-vis de l'État. Souvent, tu sais ce qui se passe. Nous sommes au boulot, où ils organisent le truc sur les places publiques. Et ça fait un peu festif là, on ne pose même pas des questions, vous êtes là, regardez, ils partagent les t-shirts, les sacs de riz, les bracelets, puis c'est fini. On peut sur des radios comme ça, ils asseyent devant vous, ils démontrent leur programme, eux on pose des questions. Merci de nous faire confiance. Une demoiselle de Batil qui est passée ici, vous leur avez posé la question, vous êtes vraiment indépendant? Elle disait oui. Quel autre est l'indépendant? Hier, par exemple, vous écoutez encore dans leur parti, eux ils disent qu'ils vont supporter leur grand frère. Ça voudrait dire que... Et leur grand frère c'est qui? Leur grand frère c'est Unir. Okay. C'est ce qu'ils ont dit hier. Vous voyez, donc moi je veux te dire candidat là devant vous. Ici, merci beaucoup. Vous savez, merci de nous citer dans notre rôle. Un instant, allô? Oui. J'aimerais poser une question à M. Michel. Oui. La dernière fois, il disait que pour la Cour constitutionnelle, les 2 membres du Sénat là, quand il a intervenu là-dessus, il a dit que la loi tout prévu, tout. Voilà que on a recomposé et c'est resté à 7. Qu'est-ce qu'il mettait dans tout là? Il n'a qu'à m'expliquer. Mais encore une fois, mais ne donnez pas l'impression de donner des injonctions à nous les journalistes. Nous ne sommes pas à votre service. Le service que nous vous rendons, c'est vous donner l'information. Ne nous donnez pas des injonctions. Ce n'est pas très démocratique. Non, mais ça, Michel répond. Oui, mais ça c'est simple. Je vais lui répondre. Eh bien, quand je dis il y a tout, ça veut dire que la loi a prévu. C'est au cas où on n'a pas les 2 membres du Sénat. Si les 7 membres, si le quorum est atteint, ça veut dire que c'est possible que cette cour fonctionne. Et c'est le cas actuellement. C'est terminé, monsieur.
Merci. Vous m'avez compris. Merci. Donc, c'est ça. Le débat, il y a cette position que le ministre et moi a exposée, position que contexte d'autres acteurs dans le Front citoyen Togo Debout que nous avons servi ici. Voilà nos efforts de vous donner tous les ingrédients en matière d'information. L'ami Ali, bonjour. Bonjour. Oui. Bon, je pense que la personne qui a accusé Michel, Michel a répondu. Parce que si la Cour constitutionnelle composée de 9 personnes et présentement il y a 9 personnes, présentement il y a 7. Les 7 peuvent évoluer, même si les 7 peuvent évoluer, les 2 manquants là ne proviennent pas de Michel. Ça provient de faute de Sénat. Et le chef de l'État a dit la CEDEAO que voilà, et la CEDEAO aussi a donné son accord. Bon, moi je pense que vous parlez, vous, M. Sarr, qui posez la question, qui peut charlater, je pense que cette élection, c'est le premier tour. Parce que d'abord, le chèque de Monseigneur Pogro a fait un échec. Allez choisir quelqu'un qui a connu un génocide en 92. S'il vous plaît, là, c'est des affirmations qui ne sont pas vérifiées. Non, il y a des preuves. Non, là, je ne connais pas vos preuves, moi. Il y a des... Monsieur Ali, oui? Vous savez, l'accusation de génocide est d'une gravité extrême et il n'est pas avéré qu'un Togolais a commis un génocide, ni ici, ni ailleurs, s'il vous plaît. Eh bien, Monsieur Ali, disons des choses dont nous avons la certitude pour aller de l'avant. L'auditeur suivant, Monsieur Georges, bonjour. Bonjour tout le monde. Oui. Je crois que quand les candidats se déclarent, on les reçoit sur des radios. Et certains vous diront que je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et durant les campagnes, ils vont aller sur le terrain et parler au peuple. Oui. On viendra dans les milieux dire que je vais vous faire ça quand je serai élu. Ça s'appelle un programme. Oui. Ça s'appelle un programme. Ok, qu'on me dise, j'écoute des gens disent, ok, les opposants là, qu'est-ce qu'ils font pour ce pays? Ils sont opposants, ils ne sont pas au pouvoir. Il faut que les gens comprennent la chose politique. Ils ne sont pas encore au pouvoir. Et qu'on me dise, quel est le programme vraiment du RPP-UNI? Je vous entends, vous les journalistes, dire qu'ils ont créé ça, ça n'a pas marché, ils ont créé ça, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on est sur le PLD. Vraiment? Rien ne marche? Et on nous dit que voilà le programme de ces gens-là? Non, qu'on laisse les autres venir, on va les voir à l'œuvre. Je crois que nous sommes dans un pays, nous aimons tous ce pays. Et j'ai suivi M. Michel avec l'autre, la façon dont ils se sont... Non, il faut qu'on laisse ça de côté et discuter intellectuellement et dire des choses, même si vous êtes en colère, que l'autre sente que vraiment il est en colère, mais il a émis un point très important. Donc, informez-nous, même nous allons vous appeler, nous allons vous dire des choses que vous n'allez pas apprécier, mais c'est notre point de vue à nous. Merci. Le point de vue que nous comprenons, c'est seulement mettons le temps pour que ce que nous disions soit accepté et compris par l'autre, comme vous venez de le faire si bien, l'ami Georges. Au suivant, c'est Monsieur Dieudonné. Oui. Enfin. Bonjour. Bonjour. Oui, je vais réagir par rapport à la lettre ouverte du Père Afona. Oui, je l'ai évoqué. Ah ouais. Tout ce que il me semble menti que le régime vit aujourd'hui à cause de la fraude. Même si ce régime veut vraiment vivre, il doit continuer à frauder. C'est pourquoi nous demandons aux opposants de finir pour avoir au moins des responsables des actes de vote pour empêcher le fraude. Moi, je me rappelle, j'étais très petit dans un village de Yota où, lors d'une élection présidentielle, on votait. Et vers 16h, 16h comme ça, comme on voit que ça n'arrangeait pas RPD dans le temps, on a fait venir une valise d'argent. J'ai dit, c'est ce que moi j'ai vu. Vous étiez là vous-même? Oui. Moi-même j'ai vu, on a distribué l'argent aux gens
Et on a bourré les urnes. Le jour des élections? Le jour des élections. C'était en quelle année ça? C'était, bon, je me rappelle ça, mais j'étais petit, j'étais au coup primé comme ça. Mais s'il vous plaît, encore une fois, nous parlons de questions vraiment sérieuses. Oui. Enrichissez le débat par des faits concrets, justifiables. Oui. Excusez-moi. Je ne suis pas en train de mentir. Non, je ne dis pas que vous mentez, mais je veux des preuves de ce que vous affirmez. Oui, mais je dis que c'est des choses qui se passent. C'était en quelle année, s'il vous plaît? C'était dans les années 90 comme ça. Ok, maintenant nous sommes en 2020. Oui, c'est pourquoi nous demandons que les opposants, pour que de pareilles choses ne se passent plus. Sinon, si on demande à ce régime de ne pas frauder, de ne pas achat de conscience autour là, ils vont le faire. Donc, que les opposants finissent. Ils savent que... Merci. Les opposants ont compris le message. Souffrez Dieu donné que nous passions au souvent. Monsieur Abonné. Oui, monsieur, ça, je suis revenu. Oui. S'il vous plaît, vous m'excusez si par moment, en posant les questions, mon ton a augmenté pour énerver. Vous voulez bien diminuer un peu le bouton de votre radio à côté? Oui, c'est mieux. Ok. Je disais que vous m'excusez si par moment... le ton que j'ai utilisé pour parler a augmenté ou ça peut énerver pour les journalistes. Mais je ne l'ai pas fait à dessein pour énerver soit Michel ou bien et l'homme quand je pose les questions. Ce que moi j'aimerais savoir, vous êtes là pour nous éclairer. C'est pour ça que je demandais, comme Michel a dit, la loi prédit, il a parlé des deux. Est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à la Constitution, quel article a dit les faits peuvent fonctionner en attendant? C'est juste une information, ne pas vous énerver. Je ne comprends pas si c'est moi qui m'exprime mal. Merci pour votre humilité, mais encore une fois, vous savez, des fois nous nous trahissons par notre ton. Nous faisons l'effort de nous parler en termes que la personne que nous interpellons soit disposée à écouter nos critiques, même les plus sévères. C'est juste une question de pédagogie et de courtoisie. Christiane en ligne, bonjour. Okay. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Merci pour tout ce que vous faites pour l'émission. Nous essayons. À vous entendre, c'est comme vous êtes en train d'attaquer une partie du peuple tout populaire. Avec tout ce que nous disons là. Non, on attendre certains journalistes. Vous savez, pour les élections au Togo, on doit se dire la vérité. Les gens font le suivisme. C'est le peuple du Sud fait le suivisme, le peuple du Nord fait le suivisme. D'attaquer par le Nord, toujours avec certains journalistes, c'est comme c'est le Nord qui fait le suivisme. Tout le peuple togolais fait le suivisme. Si nous regardons les élections locales, analysez les résultats des élections locales et vous verrez que le Sud même fait le suivisme. Les gens font du suivisme. Ce n'est pas... Il faudrait que le peuple togolais sache ce qu'on a appelé disant, je ne sais pas, on doit partir sur le programme. Le peuple togolais doit savoir que nous devons partir sur le programme. Et à partir de là, nous allons choisir des présidents que nous pensons qu'ils vont vraiment faire quelque chose pour ce pays. Il ne faut pas que certains journalistes restent, c'est comme c'est le Nord qui fait le suivisme. Le Sud ici, même fait les élections avec Jean-Pierre Fabre et la coalition, mais si on donne les résultats, regardez ce qui s'est passé. Regardez vraiment, analysez les résultats des élections locales et vous allez voir que c'est le suivisme. Mais n'attaquez pas seulement un seul peuple, vous trouvez qu'un seul peuple fait le suivisme. Tout le Togo fait le suivisme dans les élections. Merci à vous l'ami. Merci pour vos contributions qui nous enrichissent et nous complètent. Vous me donnez l'occasion de rappeler que la loi au Togo, notamment la charte des partis politiques, proscrit toute démarche ou intention de fixation sur les régions, les ethnies, les confessions religieuses ou bien les considérations physiques. Le débat au Togo doit être égalitaire. On ne devrait pas parler en termes de région ou bien d'ethnie ou bien de ceci, de là. Nous devons parler Togo qui est un et indivisible. Merci d'attirer notre attention là-dessus. Eh bien, chers confrères, vous avez écouté les amis. Encore une fois, nous ne sommes énervés contre quiconque, mais faisons seulement l'effort de plus de courtoisie dans ce débat que nous voulons le plus contradictoire, le plus
inclusif possible. Maintenant, votre tour de table pour conclusion, 90 secondes. Magloire Teko Kenvi. Non, mais moi je dis tout simplement, suivant la réaction des auditeurs, que on a tendance à s'enflammer par moment. En connaissant le Togolais, il est sobre, il est gentil. Et au nœud, en tout cas, au cœur de tout ce débat, c'est les acteurs politiques, c'est eux qui nous embrouillent comme ça. En réalité, ou bien c'est nous qui nous laissons embrouiller par les acteurs voilà, justement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrompus sans corrupteur, quoi. Hein? Les hommes politiques, c'est des amis, je l'ai toujours dit ici, ils ont fréquenté ensemble, fait le même processus scolaire ensemble. Ils sont des amis dans la vie. Eux, ils se retrouvent pour faire leur théorie et nous, population à la base, on s'embrouille, on s'attaque mutuellement entre nous. Je vous conforte que j'ai ma camarade d'école, j'ai même des parents qui se retrouvent aussi bien au sein du NI qu'au sein des différents partis de l'opposition. Justement, c'est pour ça que je disais justement que il est grand temps au Togo qu'on ne vote plus selon la tête des gens, selon les relations personnelles, selon les contraintes socio-professionnelles, qu'on vote les programmes. Je suppose que les 10 candidats tels que nous avons aujourd'hui, chacun doit avoir un programme. Et il va falloir objectivement que le peuple togolais décide aujourd'hui de voter rien que les programmes des gens. Merci. On va écouter rapidement Ambroise. Oui, moi je voudrais chuter mes analyses que j'avais fait par rapport à la candidature de Faure Gnassingbé en disant que l'analyse a chuté sur l'erreur que Faure Gnassingbé a faite en se présentant à cette 4e mandature. Tout simplement parce que le peuple togolais est fatigué du même système, de la même personne, si possible de la même famille, tel que certains le disent. Mais il faudrait mieux peut-être de choisir un autre candidat au sein du NI pour le remplacer. Donc, il a tort. Aujourd'hui, la conclusion, c'est que, tant bien qu'il a raison sur certains plans, mais dans la grande majorité de cette raison, il a tort de se présenter. Et ça laissons la parole au peuple togolais de se prononcer le 22 février prochain. Sur lui-même et son avenir. Parce que je le dis, sur la géopolitique même régionale, il aura ses conséquences. Juste rappeler que au Togo, le peuple souverain aura la parole de s'exprimer pour ou contre Faure Gnassingbé le 22 février prochain. Et le Mati Chogwe? Moi, je vais m'adresser aux auditeurs parce que j'ai pris le temps d'écouter les uns les autres. Vous savez, je vais répéter sur ce plateau que les journalistes n'ont pas la science infuse. Nous ne sommes pas là pour parler à la place ou représenter des partis politiques. Et si chacun fait son analyse et qu'un journaliste donne son avis, ce n'est pas l'occasion d'appeler pour dire vous aviez dit ça, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? Non mais franchement, peut-être qu'on nous en demande un peu trop. Oui, comme vous l'avez dit tantôt un auditeur, les candidats à l'élection présidentielle vont parler sur les antennes, mais les citoyens ont aussi le droit de les rencontrer dans le quartier. Quand les candidats sont au marché et distribuent des tracts et tout ça, les gens ne leur posent aucune question. Mais on attend que les journalistes viennent les recevoir pour que on puisse écouter où ça va véritablement ce qui se passe. Et donc, je pense que c'est notre travail aussi, mais avec les moyens que nous avons au niveau de la presse, on essaye de faire ce qu'on peut. Il faut nous encourager plutôt que de nous appeler chaque fois sur ce même plateau-là pour nous couvrir d'insultes ou pour nous parler comme des gens qu'on élève à la maison. Franchement, moi, je suis pas content. Merci, Michel. Non, moi, je voulais dire tout simplement ceci. Vous savez, nous avons le devoir d'informer, d'éduquer et de divertir. Mais dans ce devoir, nous avons un principe sacro-saint. Nous devons penser à la cohésion nationale. Nous devons penser à la paix et à l'unité nationale. Qu'on ne nous demande pas de parler comme si on était à la plage. Non. Qu'on ne nous demande pas de prendre peut-être des positions pour plaire à des gens. Non, moi je ne le ferai jamais. La vérité qui fait sourire quelqu'un à côté peut-être fait mal à l'autre. De l'autre côté. C'est ça, ainsi est faite la vie. C'est comme ça. On ne peut pas nous demander de prendre le pouvoir dans les mains du pouvoir actuellement pour remettre à qui que ce soit. On ne peut pas nous demander de l'autre côté de faire en sorte que le pouvoir soit toujours là. Ce n'est pas notre devoir. Nous avons le devoir d'éclairer l'opinion. Maintenant, nous disons des choses, ça intéresse
certains, ça n'intéresse pas d'autres, mais c'est normal. Je suis obligé de vous couper à cause du temps. Mais comme c'est une tradition, rapidement, la couleur de vos cartons, les destinataires, Michel? Non, moi je n'ai pas de carton aujourd'hui. Vous passez, merci. Et là, Mati Tchogwe? Non, moi je n'ai pas de carton, mais juste une exhortation. Peut-être que demain, je pense que ça a été une recommandation ancienne. Il faut plutôt aller vers une CENI technique pour éviter les désagréments des partis qui retirent comme ils veulent leur candidat ou bien leur représentant. Oui, je voudrais juste, pas un carton, mais je voudrais juste attirer l'attention de ceux-là qui parlent de transition, que puisque l'opposition participe à ces élections, le mieux, c'est de galvaniser, de mobiliser le peuple pour aller aux urnes. Merci. Magloire, t'es quoi, Kenvi? Non, je n'ai pas de carton, juste pour souhaiter bon appétit, bonnes conditions d'écoute à ma petite sœur. Elle s'appelle Louise, apprentie coiffeuse. Elle n'a pas de prénom togolais? Louise quoi? Abra ou bien Abra, je crois. Vous croyez? Vous avez dit le prénom importé sans hésitation. Maintenant, pour le prénom de votre pays, vous cherchez, Magloire? Donc ça arrive pas. Vous mériterez bien au moins un carton jaune confraternellement. Juste terminer avec la pensée du jour, même si c'est de source anonyme. Se plaindre aujourd'hui à propos d'hier ne rend pas nécessairement demain meilleur. Nous avons l'occasion de choisir des dirigeants le dirigeant pour le Togo pour les 5 prochaines années. Faisons l'effort de nous inscrire du passé pour mieux orienter l'avenir. Bon appétit. Nous nous retrouvons demain, vendredi à 11h, si Dieu le veut bien. Eh bien, prions que Dieu le veuille effectivement.